un thème qui est toujours aussi fascinant, inspirant et j'espère aussi passionnant. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous allons parler de transition écologique et bien évidemment de l'éco-responsabilité de l'entreprise, notamment une table ronde avec 6 panélistes riches, intéressants, j'espère qu'ils vont également vous inspirer. Une table ronde qui est notamment présidée par Isabelle Viennois, la fondatrice de Zeus et Gaïa, qui est, sans plus attendre quand même, société à mission. Tout d'abord, félicitations et je vous souhaite à tous une très très belle table ronde. Merci Cyrielle. Bonjour à tous. Alors, l'action climatique des grandes entreprises est un sujet qui suscite beaucoup de débats dans la société française. Elles sont taxées d'inaction, de greenwashing. Elles suscitent pas mal d'attention de la part des étudiants, voire de méfiance. Et pourtant, il se passe énormément de choses dans les grandes entreprises françaises en matière d'action environnementale. Donc, pour cette table ronde, ce que je vous propose, c'est d'écouter 5 dirigeants de grandes entreprises et d'une grande école française pour qu'ils racontent ce qu'ils font dans leurs entreprises et comment est-ce qu'ils conçoivent la responsabilité de leur groupe en matière de transition écologique. Et puis ce qu'ils font concrètement pour faire en sorte que cette transition écologique soit juste, inclusive pour tous, en France et dans le monde. Ce qu'ils font aussi concrètement pour gérer les risques de cette transition écologique, puisqu'il y a des risques sur les emplois, il y a des risques sur le pouvoir d'achat. Et puis, enfin, ce qu'ils font pour répondre aux attentes des étudiants, donc cette partie prenante qui est particulièrement attentive pour avoir des engagements concrets, sérieux et ambitieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter chacun, et puis ensuite on démarrera la table ronde. On a la grande chance d'avoir 5 grands dirigeants de grandes entreprises qui sont des acteurs essentiels pour l'économie française, et puis la dirigeante d'une grande école de commerce française. Donc je suis sûre que les débats vont être extrêmement riches. Alors, on a d'abord le secteur des transports, avec 2 groupes historiques qui ont vu la mobilité se transformer sur les 100 dernières années. Avec vous, Madame Anne-Marie Couder, vous êtes présidente du conseil d'administration d'Air France-KLM. Air France-KLM, c'est un groupe essentiel pour le transport aérien mondial. Les actions environnementales d'Air France-KLM sont regardées à la loupe, notamment avec les aides de l'État. Donc merci d'être là avec nous pour nous expliquer ce qui est mis en œuvre chez Air France-KLM aujourd'hui en matière de transition environnementale. Nous avons la présence de Nicolas Rousselet. Nicolas Rousselet, vous êtes président-directeur général du groupe Rousselet, qui est un acteur essentiel de la mobilité urbaine, avec notamment la marque G7, les taxis G7 et les 7500 taxis, et puis le loueur de voitures ADA également. Donc vous allez pouvoir témoigner de la manière dont un groupe comme le vôtre s'engage dans la transition écologique de tout un secteur d'activité et va vers une mobilité décarbonée. Nous avons également le secteur de la construction et du bâtiment avec vous, Monsieur Pierre-André de Chalandard. Vous êtes président-directeur général du groupe Saint-Gobain et également président de la chaire Entreprises et biens communs avec l'ESSEC et l'Institut catholique de Paris. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est un levier essentiel de la transition écologique et le groupe Saint-Gobain en est un acteur clé en France comme dans le monde. Vous allez pouvoir témoigner de la manière dont le groupe Saint-Gobain embarque finalement toute une filière, la filière du bâtiment, dans la transition écologique. Et puis nous avons également le secteur de la finance avec vous, Monsieur Philippe Brassac. Vous êtes directeur général du Crédit Agricole. La transition écologique, comme il a été dit précédemment, ne se fera pas sans un apport massif de capitaux, des capitaux publics et des capitaux privés. Et vous allez pouvoir nous expliquer comment le groupe Crédit Agricole accompagne cette transition, finance cette transition. Nous avons également le secteur de la grande consommation avec vous, Monsieur Liaboeuf. Vous êtes président d'Unilever France. Unilever est présent dans 99% des foyers français, avec des marques emblématiques comme Skip ou Dove, sans faire de pub. Et vous allez pouvoir nous expliquer comment un groupe comme Unilever s'efforce de réduire l'empreinte environnementale des Français. Et puis enfin, nous avons le monde des grandes écoles et le monde académique avec vous, Isabelle Houot. Vous êtes présidente directrice générale de l'EM Lyon Business School. Et vous allez peut-être aujourd'hui être la porte-voix des étudiants sur leurs attentes vis-à-vis des grandes entreprises. Et puis aussi nous expliquer comment une institution comme la vôtre forme de futurs dirigeants à être conscients d'un point de vue environnemental
et économique. Merci à tous d'être là et d'accepter de dialoguer sur ce sujet-là. Moi, je suis pour ma part Isabelle Viennois. J'ai fondé un cabinet de conseil qui s'appelle Zeus et Gaïa. Zeus et Gaïa, c'est une entreprise à mission, comme le disait Cyrielle, et notre raison d'être, c'est d'accélérer la mise en œuvre de la transition environnementale en décloisonnant les expertises, les compétences et les retours d'expérience. Donc on va chercher des experts et des gens qui sont à même de faire des retours d'expérience un peu partout dans le monde. Et on essaye de le faire de la manière la plus agile possible. Et aujourd'hui, il va bien être question de partage, de retour d'expérience entre différents secteurs d'activité pour pouvoir inspirer, donner des clés à d'autres dirigeants d'entreprise. Alors, avant de commencer, je vais me permettre de vous demander une chose pour cette table ronde, c'est d'être extrêmement concret sur ce que vous mettez en œuvre. Alors sans aller dans le concours d'anecdotes, bien entendu, mais d'être concret sur les solutions que vous mettez en œuvre au jour le jour dans vos groupes pour accélérer cette transition. On va démarrer avec une première question générale autour de l'éco-responsabilité. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Monsieur de Chalandard. Qu'est-ce qu'un groupe comme Saint-Gobain met en œuvre au quotidien pour engager cette éco-responsabilité et dans ses opérations core business? Merci. D'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être là et je trouve que la composition que vous avez retenue pour ce panel est très bien parce que ces différents secteurs qui ont tous un rôle à jouer, on a tous un rôle à jouer en tant que citoyens. Et je pense que ça a beaucoup progressé en tant qu'entreprise. Et je pense que les grandes entreprises, qui étaient une de vos questions, ont un rôle encore plus important à jouer. Donc il faut assumer cette responsabilité. Chez Saint-Gobain, on l'assume complètement. Et je dirais, on l'assume à un double titre. D'abord parce qu'on est un apporteur de solutions importants pour la transition énergétique. Vous en avez parlé, mais je vais y revenir. Et puis deuxièmement, parce qu'on est un industriel et qu'on doit aussi améliorer notre propre empreinte environnementale. Et on est un acteur très important des deux côtés, si je puis dire. À la fois une partie du problème, mais on a besoin de notre problème pour régler la solution. Donc, alors, si je commence par la solution, vous l'avez dit, alors ça dépend selon les pays, parce qu'en France, on a une énergie un peu moins carbonée que les autres. Mais en gros, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre en France qui viennent du secteur du bâtiment. En moyenne, dans le monde, c'est plutôt entre 35 et 40. Et on sait faire. Donc on a la solution technique, puisque la solution, c'est clairement la part la plus importante de ces émissions, elles viennent du chauffage ou de la climatisation des bâtiments. Et donc on voit bien qu'il faut à la fois construire bien du premier coup. Alors ça, c'est surtout pour les pays émergents. Nous, on construit quand même un peu moins, mais enfin, il faut construire bien du premier coup. Et puis l'enjeu majeur, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, vous en avez parlé. Et donc Saint-Gobain, une très grande partie de ce qu'on fait, c'est d'apporter des solutions, des matériaux qui, mis ensemble, permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Mais ça, on ne peut pas le faire tout seul, puisque en fait, c'est un bénéfice pour l'usager. Et on a besoin de mobiliser toute une filière. Et donc, du coup, comme on est probablement le plus gros acteur de la filière, on a une responsabilité particulière, c'est d'essayer d'entraîner tout le monde. Donc, et la filière de la construction, c'est compliqué parce que ça va de l'architecte au bureau d'études, au distributeur, à l'entreprise générale et de façon beaucoup plus importante, l'utilisateur final, qui est celui qui va avoir in fine le bénéfice et qui donc devient de plus en plus, et ce n'était pas le cas autrefois, devient prescripteur. Donc il faut que tout le monde se mobilise. Donc quels sont les types d'actions qu'on a dans ce domaine? D'abord, faire notre boulot d'industriel, c'est-à-dire innover en permanence pour avoir des produits qui sont de mieux en mieux. Donc on n'arrête pas de lancer sur le marché des doubles vitrages de plus en plus performants, des laines de verre de plus en plus performantes. Donc ça, c'est une responsabilité. Et de les concevoir d'une manière de plus en plus écologique. Donc première responsabilité, innover. Deuxième responsabilité, former. Alors il se trouve qu'on est à la fois fabricant et distributeur chez Saint-Gobain, et donc notre distribution, elle joue un rôle très important. On a créé un club au Soin de Point P qui s'appelle Génération Artisan, et où on a été probablement
plus important que les organisations publiques. Compte tenu du maillage et de la taille de Point P, on a été l'institution, enfin l'entreprise, mais plus que au-delà des entreprises, qui a formé le plus d'artisans à ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, qui est un gros problème. Les RGE, la formation RGE, c'est Saint-Gobain qui en a fait le plus. On en a fait une partie très importante de ce qui s'est fait en France. Mais on a un vrai devoir d'éduquer, parce que si vous cherchez à faire des travaux, que vous demandez à des artisans comment s'y prendre, c'est pas toujours génial encore. Ça progresse, mais c'est pas encore génial. Donc un rôle très important de formation. Et puis troisième rôle, c'est de sensibiliser les pouvoirs publics. Alors on le fait dans tous les pays. Comme je l'ai dit, sur le neuf, c'est assez facile, parce que la réglementation permet d'y arriver. Et donc, il y en a de plus en plus dans tous les différents pays. Quelquefois, il y a des débats sur la manière dont ça doit être fait, mais globalement, on règle le problème sur le neuf. Et sur la rénovation, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'outils. Et donc, mais je salue le plan français dans le plan de relance et la Renovation Wave, le Green Deal européen. Il y a un rôle extrêmement important de la rénovation énergétique, avec, je crois, un cocktail de mesures qui va marcher et qui est en train de marcher. Voilà, ça c'est la première responsabilité qu'on a, qui est qu'on apporte la solution et il faut qu'on le fasse en entraînant tout le monde. Puis la deuxième responsabilité, c'est que nos produits, eh bien, quand on les fabrique, on émet du CO2. Si vous voulez, un double vitrage, je ne sais pas le faire sans émettre du CO2. Alors c'est vrai qu'une fois qu'il est installé, il va, dans sa durée de vie, permettre d'économiser à peu près 150 fois le CO2 qu'il a fallu pour le produire. Mais n'empêche qu'on ne saura jamais faire du verre sans chauffer très fort. Alors, à terme, on va chauffer de façon décarbonée, mais on a une vraie responsabilité. Et donc, on s'est engagé assez en avance, puisque moi j'avais engagé Saint-Gobain dans cette direction dès 2007, on s'est engagé à réduire notre empreinte environnementale personnelle. Et on est quand même un gros émetteur. Notre scope 1, c'est 10 millions de tonnes. Donc on n'est pas en première division, mais enfin on est quand même en tête de deuxième division, je dirais, dans les gros émetteurs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Et donc, on s'est engagé progressivement à réduire. Et il y a 2 ans, je me suis engagé à ce que Saint-Gobain, en 2050, soit neutre en carbone. Alors, 2050, vous allez me dire, c'est loin. Mais on a, l'année dernière, donné une feuille de route à 2030. En fait, 2050, c'est pas très loin. Parce que si je veux être neutre en carbone en 2050, il faut que les usines qu'on mettra en place en 2030, qui durent 20 ans sans s'arrêter, elles soient déjà en ligne avec ça. Donc, on n'a pas tellement de temps. Et donc on a un programme très important. On a décidé de dépenser 100 millions d'euros par an chaque année dans les prochaines années sur ce sujet pour améliorer notre efficacité énergétique, changer notre mix, travailler avec nos fournisseurs aussi puisqu'ils ont un rôle à jouer, nos transports, faire des produits à la base avec qui soient plus qui soit conçu de façon éco-responsable. Donc tout un programme très important avec des engagements sur... donc c'est une contrainte. Voilà. Mais je pense c'est une responsabilité. Et c'est, in fine, aussi sur ce deuxième aspect, une source de croissance. Parce que je suis convaincu que de toute façon, on va nous le demander. Philippe Brassac nous en parlera, mais ils vont nous le demander de plus en plus, les financiers. Ils ont un rôle très important à jouer. Et donc, à la limite, ceux qui le font en avant auront un avantage concurrentiel. Et donc, il faut qu'on soit en avance là-dessus aussi. Et c'est ça qui va faire notre croissance. C'est pas seulement qu'on apporte les solutions, c'est que si on résout notre problème, nous, alors il faut simplement, après, il faut être réaliste. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Et moi, encore une fois, et je ne peux pas le faire tout seul, être neutre en carbone en 2050. Je vais vous donner un exemple, puisque vous voulez des exemples qui est intéressant, et que je donne souvent, et pas très gentil pour les Allemands, mais c'est la réalité. Il y a des procédés où, aujourd'hui, je ne sais pas les faire sans carbone. Mais il y en a où je sais. Par exemple, la laine de verre, on sait la faire au gaz ou à l'électricité. Aujourd'hui, en France, on fait notre laine de verre à l'électricité. Avec le programme nucléaire, on fait notre laine de verre sans CO2. On ne le dira jamais assez. Le nucléaire, c'est sans CO2. Donc la France est très en avance par rapport à d'autres pays, à beaucoup d'autres pays. Donc j'ai déjà réglé une bonne partie du problème sur la laine de verre. Je ne l'ai pas réglé sur le verre plat, mais je l'ai réglé sur la laine de verre. En Allemagne, aujourd'hui, je suis au gaz.
Eh bien, si je convertissais les usines allemandes de Saint-Gobain qui font de la laine vert, du gaz vers l'électricité, qui normalement doit être décarbonée, j'augmente mes émissions de CO2. Parce que l'électricité en Allemagne, aujourd'hui, c'est un peu de solaire et d'éolien, mais c'est surtout du charbon. Voilà. Et donc, ça veut dire que je sais faire être neutre en carbone à terme. Je pourrais le faire tout de suite en Allemagne, mais à condition que j'ai le mix énergétique du pays. Donc, on ne peut pas le faire tout seul. C'est pour ça que j'ai une responsabilité, mais je pense qu'on est tous dans un écosystème où on a besoin les uns des autres et les entreprises ont besoin des gouvernements. Voilà, j'ai été trop long. C'est très bien. Mais alors justement, vous avez parlé d'écosystème et je vais vous demander, Madame Couder, Air France KLM, c'est aussi un transporteur qui est au sein d'un très grand écosystème avec d'autres transporteurs, des constructeurs, des aéroports. Comment est-ce qu'un groupe comme Air France KLM, aujourd'hui, engage et entraîne tout un secteur d'activité et comment est-ce que comment se traduit l'éco-responsabilité d'Air France KLM ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, c'est effectivement une très bonne question. Air France KLM, c'est un groupe de transport aérien, comme tout le monde le sait, et donc on n'est pas dans tout à fait dans la même configuration qu'un groupe industriel, puisque finalement, on est au bout d'une chaîne. Nous, notre vocation, c'est vocation depuis 100 ans pour KLM, plus de 80 ans presque 90 ans pour Air France. C'est finalement de relier les terres les unes aux autres, les peuples, et en abolissant les frontières géographiques, physiques et temporelles. C'est ce que nous faisons et que nous essayons d'assumer au mieux au service de nos clients. Donc, on est avant tout, finalement, même si on est un groupe industriel pour partie, on est surtout une société, un grand groupe de services. Et nous sommes effectivement dans un écosystème. Nous sommes très sensibles à l'aspect développement durable et nous sommes très motivés depuis des années parce que on a toujours le sentiment que les entreprises n'auraient pas eu conscience de cette responsabilité avant ces dernières années, ce qui est totalement faux. En ce qui nous concerne, ce sont des engagements qu'on a pris déjà depuis une vingtaine d'années, et depuis une quinzaine d'années, on est d'ailleurs dans le transport aérien reconnu comme étant le transporteur aérien responsable par les initiatives que nous essayons de prendre en permanence. Mais ces initiatives, certes, certaines relèvent totalement de nous. C'est la responsabilité de nos collaborateurs, qui sont eux-mêmes des citoyens et des citoyens responsables. Donc ça, c'est nous. Et c'est assez facile. Ce sont des gestes du quotidien. Et nous avons des équipages et des pilotes qui sont très conscients de ça. Le pilote et l'éco-pilotage qui consiste à ne pas avoir de grandes accélérations et de grands freinages. Et par exemple, quand on atterrit, couper un moteur sur la piste d'atterrissage, par exemple, permet d'économiser du carburant. De la même manière que faire une descente douce, tranquille, plutôt que de faire des paliers, on économise le carburant. Nos hôtesses et hommes et femmes des équipages ont tout à fait conscience du fait qu'elles doivent participer à ce qu'on leur demande de faire depuis des années, c'est-à-dire nous aider à choisir les bons contenants, c'est-à-dire éviter les plastiques. Et par exemple, là, on arrive à supprimer pratiquement tous les plastiques à bord, par exemple. Donc ça, ce sont des gestes du quotidien où chacun a sa part de responsabilité, mais qui dépend évidemment de l'impulsion que nous donnons vis-à-vis de nos personnels. De la même manière que on peut veiller à ce que sur tous les travaux qui sont des travaux au sol, on développe au maximum tout ce qui est matériel électrique. Et c'est là où on se retrouve, c'est l'écosystème. Nous sommes au bout de la chaîne. C'est le travail que nous faisons dans la filière, en partenariat avec les constructeurs, avec les motoristes, qui font que nos avions et nos matériels en général, mais si on prend les avions, eh bien, soient plus légers, moins consommateurs de carburant, moins bruyants
Et ça, c'est pas nous qui le faisons, mais c'est simplement l'impulsion qu'on donne et le fait d'être en partenariat dans une filière impliquée. Et alors ça, c'est vrai que c'est peut-être une prise de conscience beaucoup plus forte de tous les constructeurs de l'aérien depuis ces dernières années, puisque, comme vous le savez, chaque avion qui sort produit une économie en termes d'émissions de CO2 tout à fait notable. Et par contre, pour le transporteur que nous sommes, c'est évidemment un investissement. Donc, pour répondre à la question d'ailleurs que vous posez, est-ce que c'est incompatible? Il n'y a pas d'incompatibilité entre une démarche de volontariste environnementale et par ailleurs la gestion saine du modèle économique de l'entreprise. C'est à nous de l'assumer et d'intégrer dans notre modèle le fait que être responsable sur le plan environnemental a un coût. Il est clair que ça veut dire, par exemple, investir dans des avions nouveaux qui, justement, vont être moins consommateurs de carburant, plus légers, avec des matériaux plus adaptés, moins nuisibles sur le plan sonore, comme j'indiquais tout à l'heure. Donc, mais ça, c'est des investissements très, très lourd. Demain, l'incorporation dans nos carburants d'une partie de carburants alternatifs, qu'ils soient bio ou synthétiques, ce sera un coût très important. On sait qu'aujourd'hui, ils sont produits à 3 ou 4 fois plus cher que le carburant actuel. Donc, l'investissement doit faire partie intégrante des projections que nous faisons pour demain. Et déjà en l'état, si vous voulez maintenir dans la crise qu'on vient de traverser, avec l'aide des États dont nous avons bénéficié, aide très importante, on nous demande un engagement environnemental qu'on prend et qu'on assume, mais dans le même temps, il est convenu qu'il faut être cohérent avec cet engagement et les investissements nécessaires. Et donc, en temps normal, c'est 1,5 milliard par an pour renouveler la flotte. Aujourd'hui, on a baissé évidemment cet investissement et on l'a repoussé, mais on a maintenu quand même près d'1 milliard d'investissements an pour justement, au moment de la reprise, ne pas se retrouver avec un décalage très important par rapport à d'autres compagnies et un décalage très important par rapport aux engagements environnementaux que nous avons pris. Donc, c'est cette démarche qu'il faut avoir. C'est une démarche très volontaire parce qu'il est clair que l'investissement à faire doit être géré dans le cadre de notre modèle économique. Donc, il faut faire des choix. Et des choix en permanence, et il faut donc aller dans le sens d'un investissement qui nous permette de garantir cette démarche, puisqu'on est tous engagés, en tous les cas les grandes entreprises, on s'est tous engagés vers une neutralité carbone à échéance de 2050, avec des étapes, notamment en 2035, d'avoir divisé par 2 après, a priori, nos émissions de CO2. Donc ça veut dire c'est mieux gérer et intégrer totalement dans nos budgets, dans nos plans de moyen long terme, cette dimension qui est une dimension évidemment nécessaire. Nous avons la chance d'avoir des collaborateurs qui sont complètement responsables, très engagés, tous, et nous savons parfaitement que si on veut répondre aussi à l'attente de nos clients, il faut qu'on intègre cette dimension environnementale. Donc c'est tout à fait clair pour nous, c'est une responsabilité première, de la même manière qu'on doit assurer à nos clients leur sécurité des vols et sécurité sanitaire, eh bien, il faut de la même manière qu'on leur apporte cet engagement environnemental. On ne va pas faire les choses du jour au lendemain, c'est impossible. Bien sûr, il faut s'inscrire dans le temps et encourager et faire en sorte qu'avec la contribution des États, l'aide des États, les filières s'instaurent. Par exemple, en France, nous n'avons pas, à ce jour, véritablement, de filière de production de carburants alternatifs. Alors, les grandes entreprises françaises se sont engagées et on a fait le premier vol le 18 mai dernier en direction de Montréal avec un carburant alternatif qui vient d'être fait en France. C'est une grande première, mais je veux dire, après, il faut que ça suive. Et surtout, il y a aussi une chose très importante. Nous vivons dans un monde complètement mondialisé. Il faut que la concurrence soit loyale et il faut aussi que ce qu'on impose aux uns puisse être imposé aux autres. Sinon, ça créera des distorsions de concurrence excessivement importantes, puisqu'une fois de plus, protéger l'environnement, c'est s'engager financièrement et investir.
Alors, merci Madame Couder. On parle beaucoup de financement, mais on y viendra à la fin. Je vous poserai des questions à la fin, Monsieur Brassac, parce qu'il y a un autre domaine qui va demander des financements, c'est aussi la mobilité, alors là, terrestre. Monsieur Rousselet, vous êtes aussi, avec le groupe Rousselet, dans un écosystème avec des constructeurs, des taxis également. Il y a 7500 taxis sous la marque G7. Comment est-ce que l'éco-responsabilité d'un groupe comme Rousselet se traduit au quotidien, et puis comment vous faites pour embarquer aussi tous vos partenaires dans cette transition vers une mobilité décarbonée? Alors, merci d'abord d'organiser ce type de sommet, ce type de rencontre. On doit tous être responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai que les taxis, Pierre-André tout à l'heure en parlait pour Saint-Gobain, ça émet du carbone. Bon, mais en même temps, ces taxis, c'est les premières victimes du carbone, des gaz à effet de serre. Parce que toute la journée, ils sont derrière leur volant et ils conduisent l'ensemble des clients et des passagers. Aujourd'hui, le moyen d'améliorer, de baisser les gaz à effet de serre, c'est quand même de baisser les 22% de gaz à effet de serre émis par les véhicules particuliers, sans renoncer à notre mobilité. Donc la mission du groupe Rousselet, au travers ADA, au travers de G7, c'est procurer des modes de transport qui soient avec la plus faible émission de gaz à effet de serre. Et effectivement, pour ça, vous avez raison de le rappeler, les chauffeurs de taxi entre Paris, la province, il y en a à peu près 12 000 dans le groupe G7, sont les premiers acteurs. Et ils ont pris le problème à bras-le-corps. Ils ont pris le problème à bras-le-corps parce qu'aujourd'hui, 46% de la flotte de G7 est déjà green. C'est pas demain, c'est pas en 2024, c'est pas en 2030, c'est dès aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a une action permanente si on veut passer au stade suivant, à savoir des véhicules électriques. Aujourd'hui, majoritairement, notre flotte de taxis, 46% presque majoritairement, et à faible émission, c'est des véhicules hybrides. L'étape suivante, c'est l'électrification. L'électrification, gros travail pour associer les chauffeurs, mais vous le voyez, ils investissent dans des véhicules green, dans des véhicules propres. Gros travail pour aussi embarquer les constructeurs automobiles. Bon, hier, on a décidé de tester le premier véhicule d'une grande marque allemande, qui est un véhicule de type van, qui peut en plus être équipé d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, et qui est totalement électrique. Bon. Mais ça peut marcher s'il y a l'infrastructure. J'ai écrit aux 20 maires d'arrondissement de Paris, au maire de Paris, j'ai écrit au ministre de l'économie, pourquoi pas, plan de relance, on peut peut-être en mettre un petit peu sur les bornes de recharge électrique. Un taxi, c'est 20 personnes transportées par jour. Donc un taxi, il y a un effet de levier pour baisser les gaz à effet de serre sous réserve qu'ils soient à faible émission très fort. On remplace à peu près 10 véhicules. Pour ça, il faut l'infrastructure. Et c'est vrai que là, nos élus sont sensibilisés à ça. Et on les sensibilise. Moi, je vais proposer, par exemple, de mettre dans les principales stations de taxi à Paris des stations de recharge rapide. Et là, dans ces cas-là, on pourra continuer à embarquer les chauffeurs de taxi en disant « Attendez, vous n'allez pas perdre un client parce qu'il faudra recharger votre véhicule alors qu'il y a une course pour Roissy. » Donc ça, c'est très concret. Alors, on a aussi des accords avec les constructeurs, avec d'autres constructeurs que celui-ci, les constructeurs japonais. On a beaucoup discuté avec les Chinois aussi en début d'année dernière, encore une fois, pour avoir les véhicules. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de véhicule de berline. On commence tout juste à avoir des berlines. J'en ai qu'une, elle est américaine, elle lance des navettes spatiales, mais à part ça, j'ai pas de véhicule berline. J'ai pas un véhicule qui est électrique, qui peut se recharger facilement dans une station de taxi demain avec une charge rapide et qui, en même temps, vous donne un niveau de confort auquel vous avez évidemment droit quand vous prenez un taxi. On continue sur nos offres green aussi, avec là, on n'est plus sur l'équipement en borne électrique, on n'est plus sur le partage d'informations avec les chauffeurs des taxis, on est sur des actions de reforestation. On a signé un accord avec Reforestation. Chaque fois qu'on fait 10 courses green, on plante un arbre. On a déjà planté 30 000 arbres. Là encore, c'est améliorer l'air de la ville, l'air de Paris, et tout le monde ne peut que s'en féliciter. On a d'ailleurs beaucoup de clients qui maintenant prennent des abonnements avec des options green. On a des clients qui nous disent « Attendez, moi, vous ne m'envoyez que des véhicules à faible gaz d'émission. » Bon, donc on voit que ce type d'événement est vraiment l'occasion de partager ensemble cette espèce d'exemplarité. On a une obligation d'être exemplaire. Je reviens au taxi. Il n'y a rien de tel pour diffuser l'intérêt d'un véhicule électrique que de mettre un client derrière un taxi, derrière un véhicule électrique. Donc vous voyez que même si les taxis, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre en France, on voit que la notion d'exemplarité, elle peut vraiment aider à diffuser l'usage de ce type de véhicule. Par ailleurs,
en location de voiture avec ADA de la même manière. 22% des gaz à effet de serre émis par les voitures particulières. Nous, on a la formule pour que vous puissiez vous passer de votre véhicule particulier. On a la formule pour que vous puissiez être sur de l'usage avec une agence ADA à moins de 15 minutes de là où vous résidez. On a 1300 agences ADA partout en France et avec un taxi dans les 180 villes dans lesquelles on est. Donc on voit qu'on est en train d'organiser une mobilité qui va être plus sur l'usage et moins sur la propriété, ce qui va augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble d'entre nous. On ne prend un véhicule ou un taxi avec un conducteur ou pas que quand on en a besoin, et le tout vers une mobilité décarbonée, sous réserve qu'on arrive, mais j'en suis sûr, à diffuser l'infrastructure. Voilà. Aujourd'hui, moi, recharger des taxis rapidement, c'est pas encore gagné. Mais on convainc, on parle et on est dans la bonne enceinte pour prêcher cette bonne parole. Le plan de relance, utilisons-les pour que les professionnels qui ont un vrai effet de levier sur le gaz à effet de serre soient équipés rapidement d'infrastructures pour recharger rapidement entre deux courses de taxi. Merci, monsieur Rousselet. Monsieur Liébeuf, les précédentes interventions ont mentionné les attentes très fortes des consommateurs, des Français, pour des actions qui soient ambitieuses et concrètes. Donc, je vais le redire, Unilever est présent dans 99% des foyers français, c'est énorme. Comment est-ce qu'un groupe comme Unilever, aujourd'hui, met en œuvre sa responsabilité pour réduire l'empreinte environnementale des Français, et puis pas que des Français, hein. C'est un groupe mondial. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Effectivement, vous parlez de responsabilité. Et quand on est un grand groupe, on est présent dans 190 pays, on touche 2,5 milliards de consommateurs dans le monde tous les jours. Donc vous pouvez imaginer qu'on est tout à fait conscient de l'impact qu'on peut avoir et bien sûr de la responsabilité qu'on a. Alors, Unilever en France, vous l'avez dit, c'est des produits d'entretien, Skipson, c'est des produits de soins de la personne, Axe, Dove, Signal, sont des glaces, si jamais il se met à faire beau, Magnum, Ben & Jerry, Carte d'Or, des produits alimentaires, Knorr, Amora et Maille. Et donc, à travers ça, on touche quasiment tous les foyers français. Bon, je ne sais pas exactement où est le 1% qui nous manque, mais vient une réelle responsabilité. Alors, cette responsabilité, elle est pas nouvelle, puisqu'elle est dans les fondements de notre groupe il y a plus de 100 ans. Puisque le groupe a été fondé par Lord Lever, William Lever en Angleterre, qui a démarré une fabrication de savon, Sunlight, et qui a démarré des programmes d'éducation au lavage des mains, notamment sur les foyers avec enfants, pour réduire la mortalité infantile. Et c'est des programmes qu'on a pré-pandémie, toujours en activité très forte dans les pays émergents. Les pays émergents, c'est quasiment 60% de notre chiffre d'affaires mondial. Alors vous pouvez imaginer qu'effectivement, avec la pandémie, la marque qui aujourd'hui, cette marque qui travaille ces programmes d'activation, Lifebuoy, a été accélérée et même relancée en France. Donc tout ça pour vous dire que ça n'est pas nouveau. Il y a plus de 15 ans, on a démarré le plan Unilever pour un mode de vie durable et on a des progrès déjà et des progrès qui sont reconnus puisque on est depuis 10 ans successivement les numéros 1 sur l'indice Sustainability Globescan. Et puis, on est les numéros 1 sur le Dow Jones Sustainability Index. Donc, quand on parle de greenwashing, il faut regarder les rapports annuels des entreprises et regarder les reconnaissances des marchés et d'autres institutions. C'est ça qui parle. Alors, bien sûr, on a des engagements. Comme tout grand groupe, on a des engagements. Parce que là, encore une fois, quand on s'engage, on le marque dans son rapport annuel et on mesure l'évolution. Vous voyez, c'est comme on dit, comme quand un élève dit « je vais en prépa, je vais faire l'EM Lyon », après tout le monde l'attend au tournant, est-ce qu'il est rentré à l'EM Lyon? Nous, c'est la même chose. Alors, des engagements, je ne vais pas vous en faire un catalogue, mais les plus loin, parce que les plus compliqués, 2039, zéro net émission carbone de nos produits. Zéro. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser un dentifrice Signal en 2039, l'émission net carbone sera à zéro. Ça, c'est les engagements les plus lointains, parce que les plus compliqués. À plus court terme, en 2030, vous avez un engagement qui est que 100% de nos produits seront biodégradables, 100% de nos produits, y compris les produits d'entretien, et tout le carbone qu'on utilise dans nos produits ne sera plus d'énergie fossile, sera d'énergie renouvelable. Et puis, bien sûr, à plus court terme, des engagements plastiques. 2025, l'ensemble des plastiques utilisés par Unilever sera recyclable, réutilisable, et l'incorporation de plastique recyclé
avec une mesure globale, au niveau global mondial de 25%, et vous pouvez imaginer que dans des pays comme la France, on va plus vite. D'ailleurs, très récemment, on a annoncé en Italie qu'on convertissait une usine de produits d'entretien en centre de tri pour produire des composants de plastique recyclé, les pellets. Donc ça avance très vite. Alors vous allez me dire, c'est très bien les engagements, mais on en est où? Alors on en est où? Déjà, on a plus d'1 milliard de consommateurs qui ont été favorablement impactés par nos programmes de santé et d'hygiène. Réduction du sel, plus de 30% de réduction de sel dans nos produits alimentaires. Des glaces, on est souvent critiqué pour les glaces. On a une limite de 110 calories dans les glaces pour enfants. Alors bien sûr, un Magnum, c'est un peu plus, hein, mais vous pouvez manger des Magnum mini, par exemple. Et puis, on a des programmes d'hygiène très développés. Je vous ai parlé du programme de lavage des mains. Et puis, pas plus loin que chez nous, en France, on a en France 11% des consommateurs qui n'ont pas accès aux soins dentaires dont ils auraient besoin. 11%. Et Signal s'est associé avec la Croix-Rouge pour avoir des programmes itinérants de soins gratuits pour ces populations, de soins dentaires gratuits. Donc ça, c'est un premier point. Au niveau de l'impact environnemental à proprement parler de nos opérations, on est aujourd'hui en 100% électricité renouvelable sur nos sites de production, partout dans le monde. On est à 100%, donc bien sûr en France. Et nos usines rejettent 0 déchet en recharge. Tout part dans les filières de transformation. Et puis en termes de plastique et d'innovation produit, on a été les initiateurs il y a quelques années des lessives concentrées. Vous réduisez la quantité de lessive qu'il vous faut en concentrant les actifs. Vous réduisez la quantité d'emballage par lavage. On a été les initiateurs, vous avez parlé ce matin, et je vous en remercie, des déodorants Unilever de la marque de Grid destinés à être utilisés par les personnes en situation de handicap. On a été les premiers, il y a une dizaine d'années, à lancer des déodorants compressés avec une technologie qui vous permet d'avoir une canne qui représente à peu près le tiers d'une canne normale en aluminium, donc moins d'aluminium et des actifs concentrés. Et puis vous avez vu cette semaine, on a annoncé que tous les tubes de dentifrice de Signal allaient devenir totalement recyclables. On aurait pu se dire ça aurait pu être fait avant, mais tout ça c'est de la technologie et on avance vite. Alors on a parlé d'écosystème et on a parlé d'investissement. Et je pense que ce dont on ne parle pas, c'est que la transition écologique veut dire des révolutions technologiques. Vous en avez parlé très bien, Madame Couder. Tout ça ne vient pas gratuitement. Ça demande des financements, ça demande des investissements forts en recherche et en développement, dans les adaptations de nos infrastructures de production, de nos infrastructures logistiques, et puis évidemment pour investir derrière nos marques, pour faire savoir aux consommateurs qu'il y a des solutions plus vertueuses que d'autres sur le marché. Et je dois dire que là, je vais passer un message qui représente plus mon industrie qu'Unilever en particulier. On est dans une situation en France où les consommateurs veulent aller vite dans cette transition, où le gouvernement veut aller vite dans cette transition et va prendre, c'est une bonne nouvelle, la présidence européenne très bientôt pour continuer à accélérer. Mais on a cette particularité en France d'avoir des relations industrie-commerce dans le milieu de la grande consommation et de la grande distribution qui sont très compliquées et qui sont toujours vers le prix bas. Et depuis 2013, on est rentré dans une spirale non pas inflationniste, déflationniste. C'est 4 milliards d'euros sur une industrie de 116 milliards qui partent dans la déflation, dans les prix bas. Et évidemment que cette déflation ne favorise pas l'investissement pour la transition. Et donc il est vraiment nécessaire qu'on sorte de cette spirale, qu'on revienne à la prise en compte des éléments de tarifs qui sont forcément le reflet de nos investissements, qu'on prenne en compte les encadrements des politiques promotionnelles. Quand vous imaginez qu'un produit qui est en promotion à moins 90%, on ne va pas faire de la transition écologique avec moins 90%. Et puis, bien sûr, l'encadrement des pénalités logistiques et ainsi de suite. Donc, pour résumer, les grands groupes, comme le mien, ont une stratégie. Notre stratégie, elle est basée sur notre histoire. Notre stratégie, elle est de devenir le leader de la croissance durable et de démontrer au marché financier que notre modèle peut donner les meilleurs retours sur investissement. Avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une réponse aux attentes des consommateurs, la préférence consommateur, un engagement fort de nos collaborateurs qui sont fiers de travailler pour des entreprises qui s'engagent pour une transition écologique et un impact de nos activités qui baissent, et puis bien sûr les investisseurs qui obtiendront le retour sur investissement qu'ils espèrent d'une société comme la nôtre. Très bien. Donc il est temps de parler
d'investissement, puisque toutes les interventions ont pointé la nécessité d'un investissement assez fort pour la transition écologique. C'est une transition qui va se faire avec des investissements massifs de la part du secteur public, du secteur privé. Comment, M. Brassac, vous concevez la responsabilité d'un groupe comme le Crédit Agricole pour accompagner, pour financer cette transition? Et qu'est-ce qui est déjà fait aujourd'hui? Peut-être, quitte à être un peu, comment dire, en rupture avec ce que nous communiquons habituellement, je ne vais pas vous dire ce qu'on a déjà fait ou ce qu'on fait, je vais vous dire surtout qu'il faut qu'on change d'échelle. Et je voudrais, pour rebondir sur votre demande, Isabelle, qui consistait à dire parler concrètement de vos annonces, je pense que chez nous, ça peut être un piège. Parce que les annonces, elles sont concrètes, mais on voit bien qu'elles sont à impact limité, périmétré. Et quand vous êtes un grand groupe, voilà, je parle de la taille, comme le Crédit Agricole en France, avec 25 millions de clients, que vous fournissez des services en épargne, en assurance, en prévoyance, en solutions immobilières, en télésurveillance, il ne faut pas tomber dans le concours d'annonces. On l'a fait. On a été la première banque que je connaisse, je ne dis pas au monde, mais en tout cas que je connaisse, à nous engager sur la sortie du charbon en 2015. On a été les premiers à aller sur le Sustainable Finance avec les Green Bonds. On est avec une autre grande banque française, les leaders mondiaux des Green Bonds. Passage, je trouve assez injuste qu'on qualifie ça de greenwashing aujourd'hui, mais peu importe. À l'époque, personne ne nous demandait de le faire. On l'a fait. Mais pour le coup, je pense que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on présente la responsabilité sociale ou sociétale et environnementale comme des efforts particuliers, spécifiques, presque périphériques à faire, ça ne suffit pas. Et en fait, la grande transformation, moi je le présente souvent comme ça en interne, c'est que il nous faut passer d'une RSE, d'une responsabilité qui est réellement une responsabilité qu'on vivait comme étant rajoutée. Rajoutée à quoi? En fait, à des business, comment dire, réputés agnostiques de leurs impacts, ou plutôt laissant penser que les réglementations de lois et de règlements suffisaient à maîtriser les impacts, et on sait que ça ne suffit plus. Il faut passer à une responsabilité qui soit intégrée, réellement, dans les business, fondamentalement. Et ça, c'est réellement une rupture de gouvernance, fondamentalement. Je prends un exemple, et pardon, parce que je ne pensais pas rebondir sur votre exemple, nous plantons beaucoup d'arbres également, et il faut le faire. Mais ça peut plus être simplement la transformation, nos business vont polluer, mais après on replante des arbres. Il faut qu'on mette dans l'ensemble de nos activités ce pilotage des impacts, ce qui sous-entend qu'on le fait sur le plan stratégique, sur le plan opérationnel, et évidemment pour favoriser les impacts positifs et diminuer les impacts négatifs. Et c'est beaucoup moins spectaculaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner de la lisibilité à cela. Concrètement, aujourd'hui, dans le groupe Crédit Agricole, je vais prendre deux exemples, Pierre-André en pointait un. Le premier, c'est sur l'épargne, l'asset management, notre filiale Amundi. Au lieu de ne parler que des fonds ISR qui étaient commentés il y a un instant dans la précédente table ronde, qui pèsent quelques centaines de milliards d'euros chez Amundi, nous avons décidé de noter les 1800 milliards d'euros d'Amundi en classification ESG. Est-ce que ça change tout? Non. Mais c'est une première étape nécessaire pour permettre une lisibilité aux investisseurs sur la gradation de la façon dont ceci est réinvesti. Chez CACIB, notre comment dire, banque des très grandes entreprises, nous avons décidé d'implanter un outil de dialogue qui consiste à attribuer une note de transition climatique à chacune de nos grandes entreprises. Non pas pour contraindre, mais pour être dans un dialogue intelligent avec elles. Qu'est-ce qu'on en fera exactement? On ne sait pas trop, il faut être honnête là-dessus, mais ça engage un dialogue permanent de profondeur avec les entreprises sur leur transition. Et moi, je pense que la grande accélération, le grand changement d'échelle, c'est celui-là. Je ne fais pas partie de ceux qui diraient simplement qu'on a fait déjà pas mal de choses et que maintenant on va accélérer ou amplifier. Je pense qu'il faut renverser le sujet. Il faut accepter de dire que ceci doit être au cœur des business. Il faut arrêter de penser que ça fera moins de business, que ça sera limitatif. Et donc, il faut accepter de dire que oui, normalement, les grandes transformations, les grands défis sociétaux, c'est aussi de nouvelles vagues, de nouveaux souffles de business, et accepter de l'affirmer, parce que j'ai souvent eu à ce stade-là, et notamment sur des réseaux sociaux, des personnes qui réagissent en disant « Ah oui, mais si c'est du business, on voit bien que du coup, c'est pas sincère. » Ah si,
il n'y a pas plus grande sincérité que lorsque c'est du business, lorsque vous avez aligné l'intérêt de votre entreprise, et pas que sur le plan réputationnel, avec voilà, les business qu'on va faire, parce qu'il faut faire des choses pour accompagner cette transformation. Et donc, je pense que dans la finance, j'illustre pour le Crédit Agricole, mais je peux vraiment dire que toutes les grandes banques françaises sont dans cette mouvance-là. On est très, très, très critiqués de façon générale. Et nous nous défendons mal, parce qu'en général, on nous dit votre bilan est plutôt marron que vert. Et on répond, ben oui, l'économie est plutôt marron que verte. Mais je pense qu'effectivement, notre réponse n'est plus suffisante. Non pas qu'on peut rendre nos bilans verts plutôt que marron sans l'économie, mais que nous devons montrer comment nous sommes facteurs d'influence, d'accélération sur les particuliers, sur les professionnels, sur les entreprises, dans l'épargne, dans les investissements. Et pour ça, il faut rendre compte. Mais il faut rendre compte autrement que dans un concours d'annonces qui pourrait finalement contenter les observateurs un petit peu externes de tout cela. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. C'est pas facile à communiquer, c'est pas facile à organiser, mais je pense que c'est d'abord une révolution de la gouvernance. Je m'arrête là-dessus. Dans les normes de bonne gouvernance, on dit qu'il y ait un comité RSE au sein des conseils d'administration. Nous, on veut le transformer en comité des impacts. Pour que ce ne soit pas un comité qui, tous les 2 ou 3 ans, décide d'une nouvelle annonce, un peu grand mécénat sur l'environnement, mais qui réellement, sur le plan beaucoup plus opérationnel, sur le plan, de la vie quotidienne, pilote, apprécie, influence, décide de pouvoir augmenter nos impacts positifs et de pouvoir diminuer nos impacts négatifs. Voilà ce que je vis comme étant vraiment le challenge aujourd'hui de cette accélération qui est absolument, ou plutôt de cette rupture qui est absolument nécessaire. Alors, Madame Huot, former des futurs dirigeants à être aussi performants sur les bidas que sur la sauvegarde de la planète, que ce soit dans le secteur financier, dans le secteur aérien, dans le secteur de la construction, dans le secteur du marketing et de la mobilité, c'est un challenge. Et puis c'est une évolution assez forte aussi des écoles de commerce françaises qui ont cette responsabilité avec d'autres. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui à l'EM Lyon pour faire ça, pour que ça devienne une réalité et à très court terme ? Alors tout d'abord, merci aussi de votre invitation. C'est vrai que les écoles de management se situent un peu en amont de tout ce qu'on vient de dire, même si nous sommes tous à titre individuel responsables. Donc EM Lyon, c'est une grande école de management, comme vous l'avez souligné, dont le lexique a un peu évolué en termes de projets éducatifs, et c'est là qu'on assiste à la transformation que vous évoquez il y a quelques années dans les grandes écoles de management, et on continue à évoquer ces termes, bien sûr. La question de performance, d'efficacité, de création de valeur économique étaient évidemment les mots les plus prégnants. Et aujourd'hui, à ces mots-là sont associées les questions de responsabilité sociale et environnementale, de justice socio-climatique, d'entrepreneuriat à impact positif, d'entrepreneuriat social et solidaire. Voilà, tout ce lexique, on sent qu'il évolue évidemment avec à la faveur des grandes transformations sociales et environnementales. Et donc notre projet éducatif au sein de l'école, il évolue aussi avec la volonté non seulement de former des décideurs performants, des managers performants, mais aussi des décideurs éclairés, conscients des conséquences sociales, environnementales, éthiques des actions qu'ils mènent, et qui allient à la fois le sens de l'efficacité, mais aussi le sens de la justice. Donc voilà quel est le projet éducatif. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous passiez société à mission, ça va être le cas de l'école bientôt. Et donc dans notre raison d'être figurent évidemment ces enjeux et qui sont très, très prégnants. Alors la question de développer la réflexivité des étudiants par rapport à ces questions est centrale. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur une idée qui n'est pas très originale, à vrai dire, puisque c'est le cas depuis toujours, mais que l'entreprise est en société, qu'elle est encastrée dans son environnement socio-économique, qu'il faut que le management est aux interfaces de plusieurs disciplines, que la question de la formation en sciences humaines et sociales est essentielle, comme la formation en sciences de l'ingénieur, que les managers soient aussi formés à ces enjeux socio-techniques et aux dimensions technologiques. Donc la question de la réflexivité. Alors très concrètement, donc j'ai évoqué ce projet éducatif un peu général. C'est vrai qu'on a reformulé notre projet stratégique depuis mon arrivée, c'est-à-dire depuis pas très longtemps à la tête de l'école, pour essayer d'y inclure les objectifs du développement durable de l'ONU, avec déjà en rendant un cours Agir pour le climat obligatoire dans le cadre de notre programme Grande École. Un cours Agir pour le climat qui est
n'est pas un catéchisme, qui n'est pas un manifeste politique non plus, mais qui est adossé à la science, qui est avec la volonté vraiment de sensibiliser, enfin même de former nos étudiants aux enjeux du réchauffement climatique, aux impacts environnementaux de leurs actions, à la viabilité économique des solutions que l'on pourrait mettre en évidence, à l'acceptabilité sociale aussi des solutions techniques que l'on promeut, à la question des solutions multi-échelles. Vous l'avez beaucoup évoqué dans tout ce que vous avez dit précédemment, le fait que la question de l'action des organisations intergouvernementales, mais aussi des États, des villes, des individus et des entreprises, bien sûr, sont éminemment importantes et doivent être articulées. Et puis, la question de la mise en œuvre politique de tout cela. Donc, ce cours Agir pour le climat, c'est un cours obligatoire qui va être rendu donc obligatoire dans le programme Grande École et dans le programme Bachelor dans quelques mois. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, seuls 10% à peu près des grandes écoles de commerce ont mis en place un cours obligatoire sur ces questions. Deuxièmement, et là de manière plus radicale encore, on revoit toutes nos de formation à l'aune des objectifs du développement durable. C'est-à-dire on revisite. Et demain, un cours de finance ne pourra pas avoir lieu sans qu'on ait abordé la question de la finance verte ou durable. Un cours de marketing ne pourra pas se tenir si on n'a pas abordé la question de la consommation responsable ou de l'obsolescence programmée. Un cours de stratégie ne pourra pas aborder la question des avantages compétitifs si on n'a pas abordé la question des impacts environnementaux. Donc, pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de cantonner ces questions environnementales à côté de notre offre de formation et puis de continuer, comme vous le disiez, business as usual, mais bien de rendre cet infléchissement beaucoup plus radical, tout en respectant évidemment la liberté académique de nos enseignants-chercheurs, qui est évidemment une question fondamentale. Donc voilà, des contenus académiques qui évoluent de manière très, très substantielle. Un projet éducatif aussi qui insiste beaucoup sur la pédagogie par l'action, par l'expérimentation, par l'expérience, qui fait que nous promouvons beaucoup la pédagogie par l'engagement, avec un programme d'engagement responsable qui est obligatoire aussi, qui est un prérequis au diplôme de la grande école, auquel nos étudiants s'engagent pour très concrètement auprès d'associations de préservation de l'environnement, mais aussi des associations de manière plus générale à vocation sociale. Je vous cite juste un exemple parce qu'il est un peu emblématique, voire anecdotique, mais deux de nos étudiants ont fait un tour du monde là, cette année. Alors c'était pas forcément l'année où il fallait faire le tour du monde, mais enfin bon, ils ont fait un tour du monde et ils sont revenus avec un documentaire mettant en évidence des manières de voyager responsables. Voilà, donc sur la façon de se déplacer, de se nourrir, de se loger, de consommer. Je ne dis pas s'il y avait de l'avion dans leur mode de transport ou non, mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait intéressant du point de vue de la prise de conscience de ces enjeux environnementaux. Pédagogie par l'engagement, par l'expérience, avec évidemment tous les projets de création d'entreprise à l'école qui sont nombreux, que l'on promeut au sein de notre incubateur. Là aussi, je vous cite un exemple, une entreprise, Biomed, qui a été créée il y a quelques années au sein de l'école de Lyon pour participer à la dépollution des sols pollués aux métaux lourds grâce aux plantes. Et puis une coloration aussi de notre vie associative qui a beaucoup évolué. Vous savez que la vie associative dans les grandes écoles de management, c'est quelque chose qui est très développé, qui fait partie du projet de formation, parce que ça suscite la responsabilité et l'engagement, mais une coloration qui a un peu changé. On voit proliférer de plus en plus des associations à vocation environnementale, parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, mais nos étudiants sont extrêmement sensibilisés à ces questions. Des événements qui sont organisés avec des labels éco-responsables de manière systématique, des responsables d'associations sur le volet environnemental qui sont systématisés dans les bureaux d'associations. Voilà, tout un écosystème qui évolue au sein de l'école qui permet d'être en phase à la fois avec les évolutions des entreprises et avec les évolutions sociales et environnementales. Bien, on va aborder le deuxième thème de cette table ronde, la transition juste et inclusive. Parce que la transition écologique comporte des risques sur l'emploi, des risques sur le pouvoir d'achat. C'est un thème dont on parle finalement assez peu. Donc je vais vous interroger sur la manière dont vos groupes conçoivent et mettent en œuvre des actions pour faire en sorte que cette transition soit juste, inclusive et qu'elle embarque tout un chacun. Je vais commencer à nouveau par vous, Monsieur Tchalandar, parce que la rénovation énergétique d'un bâtiment, ça peut être cher. Les matériaux de construction, c'est cher. Les matériaux de construction qui sont les plus performants sont plus chers. Comment est-ce que le groupe Saint-Gobain, avec d'autres partenaires,
et également les banques, fait en sorte que cette rénovation énergétique, elle puisse être accessible à tout un chacun? C'est un gros sujet. On l'a vu. Alors, ça concernait aussi bien les transports que le bâtiment. Mais l'épisode des Gilets jaunes nous a montré que les meilleures idées pouvaient être très contre-productives. Tout le monde sait bien que il faudra augmenter le prix du carbone. Hein, et il y a des pays qui l'ont fait. Bon. Mais si on s'y prend pas bien et que la pédagogie est pas bonne, on voit qu'il y a un problème, c'est que ça accroît les inégalités, c'est pas inclusif. Donc le problème, il est très important. Alors, je vais prendre quelques exemples de manière de réconcilier ça. La première, c'est lié à la rénovation, comme vous le dites, c'est la rénovation de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Il se trouve que il y a une assez grande corrélation aujourd'hui entre les bâtiments, les logements qui sont les plus énergivores et les gens qui sont dans des situations précaires. Et donc, une manière de régler le problème, c'est de concentrer, comme le gouvernement l'a fait récemment, de concentrer les aides qui sont coûteuses à la rénovation sur ces passoires thermiques. Bon, alors, quel est le rôle de Saint-Gobain là-dedans? Il peut être varié. D'abord, les matériaux qui permettent d'isoler, ils sont pas forcément plus chers que les autres. Mais la rénovation, faut pas se raconter des histoires, ça coûte cher. Hein. Et les aides gouvernementales, elles vont pas jusqu'au bout. Et le gouvernement aime bien qu'il y ait un reste à faire, parce que sinon les gens. Nous, on a un peu à avoir un rôle. Alors on le fait dans certains cas de nos collaborateurs. On le fait de combler ce reste à faire et d'apporter une formation. Donc on a un rôle d'accompagnement là-dedans. Et je crois que le rôle des pouvoirs publics, il est très important. Deuxième exemple qui est assez différent, mais c'est celui des bâtiments publics. Et le deuxième grand axe du plan de relance du gouvernement, qui, je crois, est globalement assez bien conçu. Les bâtiments publics, quand on rénove une école, une université, on va améliorer non seulement l'énergie, mais on va améliorer l'acoustique, qui est un élément extrêmement important. Donc on va améliorer l'éducation. Donc c'est plus inclusif, c'est plus important pour la même chose pour un hôpital. Quand on rénove un hôpital, on va avoir après des murs qui seront beaucoup plus faciles à laver, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est les matériaux de Saint-Gobain qui font ça. Donc on contribue et la rénovation énergétique, elle a des effets qui sont pas seulement dans l'énergie et qui permettent un peu plus d'inclusion. Donc nous, on accompagne tout ça par toute une série d'efforts internes. Bon, et en plus, on a des actions, mais ça, j'allais dire, c'est le cas de beaucoup d'autres entreprises dans le domaine de l'inclusion. On a une fondation qui a pour vocation de travailler aussi en accompagnement de ces projets de réhabilitation de bâtiments en améliorant leur efficacité énergétique en général. Voilà, quelques exemples, mais c'est plus court cette fois-ci. Merci, Monsieur Tchananda. Et on va parler maintenant de la mobilité également décarbonée, parce que les véhicules électriques et puis les véhicules à hydrogène demain, c'est des véhicules qui, pour l'instant, à l'achat, sont plus chers. Comment, Monsieur Rousselet, dans un groupe comme le vôtre, où il y a une telle flotte de véhicules, vous accompagnez et vous faites en sorte de donner accès à tout un chacun à des véhicules plus propres, tout en ayant des tarifs accessibles? Alors, il faut quand même savoir que l'électrique, ça peut être moins cher. C'est-à-dire que refaire le plein dans la nuit dans son pavillon, finalement, c'est des économies de carburant. Je parlais de l'achat. Absolument. À l'achat, c'est plus cher. L'achat, vous avez raison, c'est un peu plus compliqué, d'autant qu'il y a aujourd'hui, puisque ce n'est pas complètement industrialisé, la fabrication de véhicules électriques, il y a cette prime au green, quoi. C'est plus cher un green. Bon, donc effectivement, on peut derrière récupérer, faire des économies sur le carburant qui n'existe pas, mais il y a une prime à l'achat. Bon. Là, nous, on a mis en place des partenariats. J'en dis quelques mots tout à l'heure avec des constructeurs. Et pour embarquer les chauffeurs dans cette transition écologique, on a négocié des prix préférentiels. On en achète des centaines ou des milliers, entre G7, les taxis, Ada, la location de voitures. On a des partenariats privilégiés avec les constructeurs pour favoriser cette transition énergétique. Bon. On a même passé des partenariats avec une société qui s'appelle Zephyr pour négocier un prix de gros pour équiper son domicile d'une charge rapide. Bon,
Par exemple, on a mis en place des livrets pédagogiques pour les chauffeurs, pour leur montrer en quoi le green, c'est bien sûr un investissement, comme vous avez raison de le rappeler, une voiture électrique peut être un peu plus chère qu'une voiture thermique, mais pour leur expliquer de manière très pédagogique que derrière, l'économie sur le carburant va finalement, sur une durée de détention qui va être entre 3 et 5 ans, finalement, le bilan général, il n'est pas si négatif. Donc ça vaut la peine d'aller dans cette direction-là. Voilà comment on accompagne nos chauffeurs de taxi, de la même manière sur ADA, ou le loueur de voitures, où on est majoritairement en franchise, donc où on anime un réseau de 1200 entrepreneurs. De la même manière, nos axes de négociation pour les équiper, puisque c'est nous qui achetons les voitures auprès des constructeurs, qui les faisons financer et qui, quelque part, les sous-louons aux franchisés ADA. Et de la même manière, là, on est particulièrement attentif à être évidemment toujours sur des véhicules neufs, donc en fait les taux d'émission les plus faibles, et puis des axes qui sont la philosophie générale du groupe, transition écologique. On inclut le maximum d'acteurs et on travaille pour la mobilité pour tous, toujours avec cet axe, baissons la part de la voiture individuelle. Voilà un peu les deux grands modes d'action pour inclure au maximum l'ensemble de nos réseaux. Il faut savoir qu'on a un mode d'exploitation qui est particulièrement inclusif dans le groupe Rousselet, c'est qu'on est quasiment à 100% en franchise. Donc on n'a pas une organisation pyramidale, on a une organisation en réseau. Donc là aussi, inclure dans les territoires l'ensemble des différents acteurs est facilité par cette organisation en réseau où on a ces 15 000 entrepreneurs. On a, nous, une tête de groupe qui achète pour eux les contrats véhicules, par exemple, pour les véhicules les plus green possibles, en fonction des disponibilités dont j'ai déjà parlé. Mais on a une organisation qui permet de relayer tout ça, avec des systèmes de communication. Les chauffeurs de taxi, il y a 2 ans, on était au Zénith, juste avant le confinement, on était au Zénith pour, là encore, impulser une direction partagée avec eux. Voilà comment on inclut au maximum l'ensemble de cet écosystème avec une organisation qui est en réseau, donc qui est très basée sur la confiance, sur la conviction, sur le partage d'informations. Un chauffeur de taxi, un franchisé, il comprend l'impératif pour être dans son écosystème, pour avoir de bonnes relations avec les élus, avec son écosystème, avec ses clients, évidemment, la nécessité d'entreprendre cette transition énergétique. Monsieur Brassac, pour que cette transition elle soit juste et inclusive pour tous, il y a aussi un rôle assez important des banques. Qu'est-ce que vous faites en la matière ? Est-ce qu'il y a des financements adaptés, par exemple ? Moi, je voudrais d'abord souligner qu'on n'est pas obligé de prendre ce sujet comme étant un effort particulier et presque non naturel pour les plus modestes. C'est une question, au fond, de stratégie des entreprises. Est-ce que vous partez de l'entrée de gamme jusqu'au plus sophistiqué ou pas ? Et je voudrais prendre l'exemple que je connais bien du modèle, qui n'est pas le seul, mais du modèle coopératif et mutualiste dans les banques, qui a donné la taille de ces banques-là, notamment en France. Je souligne, en faisant cette bonne grâce à mes concurrents, que les 3 grandes banques coopératives et mutualistes en France sont parmi les 15 à 20 plus grosses banques au monde. Et elles ont pris cette taille-là, elles se sont développées, elles ont pris cette solidité par un principe, un seul qui est d'ailleurs plus implicite qu'explicite, qui est l'universalité. Grosso modo, je prends l'exemple du Crédit Agricole, c'est celui que je promeux le plus facilement. Crédit Agricole, c'est facile, c'est la banque que vous voyez à peu près partout et pour tous, des plus fortunés aux plus modestes. Beaucoup d'analystes vous diront, mais c'est un non-choix stratégique. Cette façon, au fond, de dire partout et pour tous, vous optimisez pas. Et moi, je voudrais souligner que dans l'histoire de la société, il y en aura encore d'autres devant nous, il y a toujours eu, face à ces transformations sociétales profondes qui relèvent du progrès matériel. La transition écologique, c'est le progrès matériel pour notre qualité de vie. À chaque fois, on s'est posé ces questions-là. Dans les années 60, mes prédécesseurs ont compris que bancariser l'ensemble des ménages, et pas que les plus fortunés, c'était un enjeu d'utilité et que ça allait, si ce n'est directement, indirectement, nous rapporter un effet de taille. Les banques existaient depuis très longtemps, mais la majorité des ménages au début des années 60 n'étaient pas bancarisés. Quand le Crédit Agricole s'est présenté comme d'autres pour être la banque pour tous, nous avons pris une part de marché très importante. Quand, dans les années 80, il s'est agi de dire, au fond, l'acquisition de la propriété du logement via le crédit immobilier, ça peut être un enjeu de démocratisation pour le plus grand nombre, sans exclure les plus fortunés. Il ne s'agit pas de dire on va être la banque des plus modestes, des plus fortunés aux plus modestes.
heureusement qu'on l'a fait. Nous avons une part de marché aujourd'hui qui est justifiée par cette position sociétale, mais en même temps marketing du groupe dans les années 80. Lorsque nous avons, dans les années 2000, cette capacité, ce devoir de pouvoir démocratiser le conseil patrimonial, parce qu'on peut largement le faire aujourd'hui, nous sommes à la fois dans un acte de démocratisation, mais purement commercial en même temps. Et la transition écologique est exactement de cette nature-là. Je pense que si on prend cette idée-là comme étant un positionnement stratégique, avec des résultats qui sont plutôt pas mauvais en termes de solidité et de performance financière dans le temps, alors on se rend compte que la seule chose contre laquelle il faut lutter, c'est cette sorte d'intoxication permanente, plutôt, comment dire, rationnelle en même temps, qui est celle qu'il faudrait qu'on optimise tout le temps. Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur les clientèles les plus rentables ? Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur les territoires les plus rentables ? Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur les produits les plus rentables ? En réalité, nous, ça vient de, je ne vais pas dire de nos valeurs, mais de notre ADN coopératif et mutualiste. Mais c'est la preuve que quand vous voyez large, je ne dis pas gros, quand vous voyez large, vous embarquez à la fois du développement de la profitabilité et de l'utilité en tant que telle. Et moi, je pense que, notamment dans les messages donc, aux jeunes qui se forment aujourd'hui, je vais être très caricatural parce que je pense qu'aujourd'hui, ce message est effectivement passé. Mais il ne faut plus former, au fond, à des managers qui arrivent et qui sont des gestionnaires de tableurs Excel et qui considèrent que ligne par ligne, ou colonne par colonne, ou ligne par ligne, il faut optimiser. Parce que tout le monde vous demande ça lorsqu'on vous demande des comptes à rendre sur l'entreprise. Et donc, voilà, je pense que le retour à une forme, en tout cas, de grâce de l'universalité, sans philanthropie particulière, d'être au service plutôt du plus grand nombre, partout et pour tous, c'est un message qu'il faut faire passer sur le plan de l'économie. Et ça se traduit concrètement par le fait qu'on essaie de le faire, pas toujours très bien, mais il faut délibérément jouer la totalité de la gamme, de l'entrée de gamme jusqu'aux gammes les plus sophistiquées, pour ne pas stigmatiser les clientèles en disant bah, vous, ça sera le low cost chez des entreprises au fond de moindre renom, et si vous êtes quelqu'un de fortuné, vous irez dans une entreprise de plus grand renom. Je trouve qu'il ne dépend que de nous sur le plan stratégique de jouer cette universalité qui par nature est inclusive. Vous avez parlé des étudiants. On va entamer la troisième partie de cette table ronde, et la dernière avant les questions éventuelles de la salle. Les étudiants, on l'a dit, sont une partie prenante qui est particulièrement attentive sur le sujet du climat. Ils attendent vis-à-vis des grandes entreprises, notamment à travers une association qui s'appelle le Réveil écologique, qui est très active dans les grandes écoles en France. Alors, je vais commencer avec vous Madame Huot. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'attendent vos étudiants des grandes entreprises qui sont alors ici présentes pour qu'elles puissent répondre après, et comment est-ce que vous aussi vous leur répondez sur le rôle des grandes entreprises et ce qu'ils peuvent y faire et l'impact qu'ils peuvent y avoir? Alors on entend beaucoup dire que les étudiants sont en quête de sens, et je crois que c'est vrai, pour les avoir observés sur plusieurs années, il y a quand même un changement générationnel assez fort, assez prégnant, et avec, c'est vrai, une demande vis-à-vis des entreprises et une exigence vis-à-vis des entreprises qui est sans doute plus importante qu'auparavant. Alors, il y a quand même une enquête aujourd'hui qui est sortie, je crois, il y a 2 jours, du BCG, du Bolton Consulting Group, en alliance en association avec la Conférence des grandes écoles, qui montre quand même que dans les critères de choix des étudiants dans leurs entreprises, les critères traditionnels sont bien présents, et que les schémas professionnels demeurent, c'est-à-dire c'est la qualité du job, c'est l'ambiance, ce sont les valeurs et l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Mais ce que montre aussi cette enquête, c'est que la question de la quête de sens tend à s'accroître, à devenir plus importante, et que certains étudiants, une bonne partie d'entre eux, sont même prêts à sacrifier leur rémunération pour avoir un job qui est utile et porteur de sens. Donc oui, cette tendance, elle est forte, et il y a une exigence vis-à-vis des entreprises, et ce que font les entreprises ne les indiffère pas, et ils sont très soucieux de cela, mais je pense que les entreprises en parleraient encore mieux que moi. Ils veulent donc ils sont très soucieux de cela, et nous, ils sont très demandeurs vis-à-vis en particulier des écoles. C'est ce que fait le Réveil écologique, le manifeste pour un réveil écologique. Si nous, on a accéléré le mouvement dans notre école, c'est parce que on a été poussé à le faire par nos étudiants de manière prégnante. Je l'avais fait lorsque j'étais présidente de Dauphine, parce que j'avais des mouvements
mouvements d'étudiants, hein, au moment où Greta Thunberg aussi portait sa voix autour de ces sujets-là. Donc il y avait des mouvements d'étudiants, il y a des mouvements d'étudiants toujours, des mouvements qui ne sont pas forcément vindicatifs et violents, mais qui montrent qu'il y a un vrai souci de se former, non plus d'être sensibilisé, non plus seulement d'être formé à ces enjeux environnementaux, mais aussi de monter en compétences, c'est-à-dire de pouvoir occuper des emplois qui permettent de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, et donc de monter en compétences professionnelles sur ces sujets. Il y a un deuxième enjeu pour nous, hein, c'est comme je le disais tout à l'heure, de ne pas fragmenter notre offre, mais que le projet de formation soit cohérent vis-à-vis de ces jeux-là, et qu'il n'y ait pas une marginalisation ou un isolement de ces questions par rapport au projet d'ensemble. Et puis les étudiants, ils sont aussi très exigeants vis-à-vis de leur école. C'est vrai sur les formations qu'on peut leur offrir, mais sur notre propre cohérence en tant qu'organisation. C'est-à-dire que la question aussi de notre bilan carbone, de notre politique achat au sein de l'école, de la gestion de nos déchets, deviennent des questions extrêmement importantes, du zéro plastique. On a un grand projet immobilier à l'école, puisqu'on va déménager. Question du respect, d'être aux meilleures normes environnementales dans notre prochain projet immobilier est évidemment une question sur laquelle nous interpellent nos étudiants. Donc voilà, beaucoup d'exigences vis-à-vis, c'est vrai, des entreprises, vis-à-vis de leur école par rapport à ces sujets qui évidemment nous interpellent et nous font bouger, et bouger de manière sérieuse. Je conclurai là-dessus avec quelques freins. Aujourd'hui, dans le classement des grandes écoles de management, figurent surtout des critères liés au salaire de sortie de nos diplômés, et figure aussi, par exemple, le nombre de publications scientifiques dans les meilleures revues internationales, qui sont des sujets éminemment importants, mais la question de la transformation des écoles autour des enjeux sociaux, écologiques et environnementaux, pour l'instant, n'a qu'une très faible part. Elle est inexistante dans le classement, par exemple, du Financial Times, qui classe les meilleurs business schools au monde. Elle commence à être présente dans certains classements, dans celui du Times, qui est un classement des écoles sur ces sujets-là. Mais reste que c'est un peu un frein aussi au changement, parce que les incitations viennent de nos étudiants, mais pas forcément de nos classeurs. Voilà. Alors, Madame Couder, comment est-ce que le groupe Air France KLM répond à ces étudiants qui s'inquiètent finalement du monde dans lequel ils vont vivre demain ? Alors, le groupe Air France KLM, malgré la crise, demeure assez privilégié, semble-t-il, aux yeux des jeunes. Je pense que c'est aussi parce que on incarne des métiers de passion. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent vers nous, ils viennent vers nous animés d'une idée très très forte, qui est celle de participer à l'aventure aérienne. Et dans cette période que nous vivons, à savoir d'engagement vis-à-vis de la planète. Mais c'est un métier, il faut bien voir que c'est un métier de passion. Donc cette passion, elle porte évidemment cette quête de sens, bien entendu. Elle porte aussi l'engagement qui est le nôtre sur le plan de transformer l'aérien, le transport aérien en transport responsable et durable, puisque c'est l'ambition affichée que nous avons aujourd'hui. Mais nous sommes toujours face à une demande. D'ailleurs, il est pas facile pour nous d'y répondre totalement, même si au cours de cette année qui a été épouvantable pour nous, comme vous le savez, on a essayé de répondre à toutes ces demandes de stagiaires, de formation, en sachant qu'on a quand même une grande tradition auprès des jeunes. Nous sommes fondateurs ou partenaires d'un certain nombre d'associations de formation au métier de l'aérien. Il faut aussi se rendre compte que le métier de l'aérien, c'est à la fois, bien sûr, les pilotes et les équipages, ceux qui volent, mais il y a aussi tous ceux qui sont au sol. Et on a notamment sur le plan industriel une maintenance absolument formidable et très innovatrice, donc porteuse évidemment de tout le sens que nous on peut donner aujourd'hui dans l'innovation pour permettre de continuer à avoir ce transport aérien, mais un transport aérien dans le respect de la planète et de l'environnement. Donc nous essayons d'être cet employeur responsable. Il faut aussi savoir que Air France KLM en France, par exemple, en Île-de-France, on est le premier employeur privé de l'Île-de-France.
Si on prend KLM est le deuxième employeur privé des Pays-Bas. Donc on a une vraie responsabilité sur des métiers qui, une fois de plus, continuent à passionner. Bien sûr que la passion, elle est aussi dans le débat autour de l'aérien comme étant pollueur. Bon, et nous, notre responsabilité, c'est de dire l'aérien a une autre vocation que de polluer. Il a l'ambition d'être responsable et d'être un transport respectueux de l'environnement et avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, la nécessité d'investir, la nécessité d'innover, la nécessité d'avoir des comportements au quotidien qui soient responsables et d'avoir dans les métiers des comportements responsables, intégrant cette dimension. Mais une fois de plus, quelque part, c'est un enjeu qui nous est naturel. Depuis la création de l'aérien, depuis plus de 100 ans, on ne cesse d'innover et de se transformer, mais avec une mission fondamentale qui est de relier les peuples, de désenclaver les territoires et de faire en sorte qu'on soit un outil aussi de cohésion sociale dans un pays, mais bien au-delà. Il n'y a pas d'autre moyen et de meilleur moyen que de se rencontrer pour se comprendre et d'éviter un certain nombre d'incompréhensions qui conduisent à des conflits. Donc ça, c'est la mission première qui est vécue par les jeunes qui viennent vers nous, parce que ça aussi, ils le savent. Et quand ils font le choix, c'est pas tellement l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle qui les guide, c'est plutôt une autre aspiration. Et ceux qui s'engagent comme pilotes ou dans les équipages, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rentrer chez eux le soir. Ils vont être ailleurs, que ce soit en France, en Europe ou outre-mer ou ailleurs. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve fantastique, qu'il faut préserver avant tout, parce que si on veut continuer en espérant que le monde et que les peuples se comprennent mieux, il faut absolument que les gens se rencontrent. Le télétravail aura apporté quelque chose pour les jeunes, et pour les moins jeunes d'ailleurs. Ça apporte des facilités, mais ça ne suffit pas. Et la compréhension culturelle, c'est aussi des missions comme les nôtres. Et dans le travail que nous faisons en interne actuellement sur notre raison d'être, ce qu'on voit apparaître, c'est quand même ça. C'est-à-dire le rôle du transport aérien, le rôle d'une compagnie sur un ADN très ancien, très fort, et qui s'adapte en fonction finalement des circonstances, c'est quand même de faire en sorte qu'on continue à relier les peuples, à faire cette espèce de passerelle d'un monde à l'autre. Et ça, je pense que c'est quand on intègre la dimension qu'on a évoquée tout au long de cette séance, qui est l'engagement pour la planète, on répond quand même à beaucoup de choses qui sont les aspirations des jeunes et pour lesquelles notre responsabilité, elle est bien là, c'est d'essayer de le permettre et de le réaliser. Je pense que l'aérien continue à faire rêver beaucoup de gens, et ce que nous espérons, nous, en tant que responsables, c'est donner les moyens de faire en sorte que, les rêves puissent être réalité, mais surtout dans un comportement responsable et durable au quotidien, comme dans des investissements de plus long terme. Monsieur Liébeuf, et c'est vous qui allez terminer cette table ronde avant les questions du public. Unilever, c'est aussi une entreprise qui a fait rêver des générations d'étudiants qui veulent travailler dans le marketing. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous répondez à leurs interrogations et vous les faites rêver sur un autre modèle finalement de marketing? Bon, d'abord merci de me donner le privilège de conclure. Je pense qu'au-delà du marketing, il y a beaucoup de métiers différents dans des sociétés comme les nôtres. Hein, et bien sûr, le métier des marques, les métiers de commerce, les métiers de production, les métiers d'achat. Il y a énormément de métiers. Et je dirais que pour nous, ce qui est fondamental, c'est que notre stratégie et notre positionnement soient clairs, et il est très clair. Et après, ça attire ou ça attire pas, et on en est conscient. On n'est pas là pour plaire à tous, mais on est là pour plaire à ceux qui veulent partir dans une aventure qui continue depuis plus d'1 siècle et qui va se projeter. Et être leader du business dans nos catégories de produits, du développement de la croissance durable, c'est fort chez nous, et ça nous demande de progresser. Mais le point, il est que quand des grosses entreprises comme les nôtres s'y mettent
et y sont, et continuent à progresser très vite, encore une fois, l'impact va être très fort. Parce qu'on touche, comme je vous le disais, 65 millions de Français tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ça, c'est de l'impact. Alors, on pourrait rêver d'être plus avancé que ce qu'on est, on pourrait rêver d'avoir déjà délivré ce qu'on s'est fixé comme ambition en 2039, mais forcément, ça prend du temps. Le moteur thermique n'est pas devenu la règle du jour au lendemain, mais on avance vite. Après, sur la quête de sens, chez nous, on appelle ça, puisqu'on a une entreprise anglo-saxonne, le purpose. Et on a des formations chez nous pour que les gens identifient leur purpose. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps que les gens qui arrivent à mettre des mots sur ce qui les motive, sur le sens qui les motive, alors ces gens se développent, se réalisent et performent beaucoup mieux dans l'entreprise. Donc nous, c'est quelque chose qu'on apporte à nos employés. Dès qu'ils rentrent dans l'entreprise, ces formations sur le purpose, trouver son purpose, sont là en permanence. Et on voit que les personnes qui se réalisent le plus sont les personnes qui ont identifié cet élément-là dans leur parcours. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on est dans les dialogues de l'inclusion. Donc, en termes de diversité et inclusion, moi, je voudrais faire un point qui est que c'est pas nouveau, ça ne fait pas partie de notre stratégie, c'est juste le cœur de nos activités. Si on veut servir les besoins de 65 millions de personnes en France, il faut qu'on comprenne 65 millions de personnes en France. Donc il faut que les collaborateurs qui font partie de notre entreprise soient représentatifs des 65 millions de personnes en France. On parle beaucoup d'index de parité homme-femme, et moi je suis ravi qu'on a bien progressé, on est à 50%, on est à la parité sur nos managers, on est à la parité dans le comité de direction. Mais pour être revenu en France il y a 2 ans et demi, ce qui m'a fortement frappé, après tant d'années à l'étranger, c'est qu'on parlait de parité et on oubliait la diversité. Et on a encore nous-mêmes, chez Unilever, des progrès à faire sur la diversité. Alors on progresse. On progresse en termes de handicap. Donc bien sûr, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose de mesurer les personnes en situation de handicap dans une entreprise? Mais ce qu'il faut qu'on sache tous, c'est que si on ne mesure pas, on ne sait pas, donc on ne progresse pas. Donc ça commence par mesurer. Nous, on progresse vite. On a multiplié par 3 sur les dernières années le taux de personnes en situation de handicap qui se déclarent. Mais plus avant, on a lié un partenariat avec 4 jeunes athlètes en situation de handicap pour la préparation des JO de 2024. Et on les suit depuis 2 ans. On les a suivis à travers la pandémie. Quand ils étaient scotchés, ils ne pouvaient plus s'entraîner. Ils parlent régulièrement, et j'étais dans une conférence cette semaine avec eux. Donc Alex, Charlotte, Lucille, Théo, juste des talents absolument fantastiques qui ont eu un accident dans la vie qui les a amenés dans cette situation de handicap. Et quand on voit l'identification du sens et ce que ça peut générer en termes de motivation, de drive, comme on dit, chez ces personnes, je pense que c'est vraiment remarquable. Et bien sûr, on embarque toute la société pour comprendre ces personnes. On a organisé des tournois de basket avant la pandémie, tournois de basket en situation handisport, en fauteuil. On avait 200 personnes de l'entreprise qui étaient là et qui ont compris ce que c'était de vivre pendant 1 heure dans un fauteuil. Et ça, on progresse très, très, très vite. Et puis le dernier point sur la diversité et l'inclusion que je voudrais faire, c'est que ça part du recrutement. Alors, je ne vais pas me faire peut-être une alliée, mais moi, ce qui me frappe, et j'en viens et j'ai ce privilège, c'est que tant qu'on ira recruter uniquement dans des grandes écoles, on n'aura pas suffisamment de diversité dans nos entreprises parce que le système éducatif est comme ça. Et donc, il faut qu'on diversifie nos sources de recrutement. Il faut qu'on aille chercher des talents dans les plus grandes écoles et des talents, car ils existent. Il y en a des tonnes dans des écoles moins renommées, moins flamboyantes sur un CV, mais il y a des talents, il y a des pépites, on le voit dans nos effectifs. Et aujourd'hui, vous en parliez, Madame Couder, on continue, on a un effectif total de 2000 personnes en France. Tous les ans, on vient ajouter à peu près 300 stagiaires, apprentis et autres. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à délivrer énormément de diversité, parce que ça nous permet de remarquer des talents dans des écoles où on ne va pas forcément, et de les faire émerger, de les faire monter chez nous. Merci.
Cyrielle, il n'y a pas de question encore de là. Peut-être une question. On a encore 5 minutes. Je ne la vois pas en fait. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne la vois pas. 1, 2, 1, 2. Est-ce que la pollution numérique est prise en compte par les sociétés présentes, sachant que les émissions de gaz à effet de serre du numérique est 1,5 fois supérieure à celle de l'aviation civile française? N'est-il pas essentiel d'agir sur ce point? Une réponse et on passe à la suite. Sur la pollution numérique. Je ne sais pas si c'est ça la réponse, mais c'est sûr que dans l'augmentation de consommation d'énergie aujourd'hui, l'informatique c'est considérable. Hein. Et là, quand on va passer de la 4G à la 5G, la consommation par dissipation de chaleur est absolument considérable. Donc c'est un vrai sujet. À l'inverse, je pense que c'est un sujet, c'est de l'électricité. Donc on a déjà, donc le sujet c'est d'avoir de l'électricité décarbonée, mais on n'a déjà pas le sujet de passer, de changer le mix énergétique. C'est toujours l'électricité, et c'est dans les secteurs, je sais, dans les GAFA, si vous voulez, ils font partie de ceux qui ont le plus en avance pour avoir utilisé avec des contrats directs, ce qu'on appelle le PPA, et c'est pour être sûr sur lequel on travaille d'ailleurs maintenant en Europe, et c'est une bonne chose, c'est-à-dire que les entreprises participent au financement des énergies renouvelables. Donc oui, je ne sais pas si c'est la question, c'est uniquement la consommation d'énergie, mais voilà ce que je peux répondre sur ce sujet. C'est énorme, mais je pense que on peut arriver à le faire plus vite que dans d'autres secteurs de façon décarbonée. Je pense que la question s'englobe en disant quand on réduit son empreinte carbone dans une entreprise, que ce soit là pour être aligné avec sa raison d'être ou voilà, on va dire encourager ses pratiques de politique RSE, c'est ce que effectivement il y a la réduction de l'empreinte numérique, ça passe par la suppression des mails, ça passe par des campagnes, etc. Le Clean Day comme on peut faire dans le groupe Altis, etc. Je pense que c'était ça cette question, c'est de dire de manière globale. C'est le contraire, si vous voulez. Aujourd'hui, le télétravail, ça consomme beaucoup plus de numérique. Le Zoom, ça consomme beaucoup plus d'énergie que le mail. Donc on va consommer plus de numérique. Je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Et on va continuer à voyager, c'est formidable pour les peuples. Hein, non, mais c'est un élément très important que vous avez dit, Anne-Marie. Mais d'un autre côté, il y a aussi pas mal de voyages qu'on peut économiser grâce à ces technologies. Mais elles consomment de l'énergie. C'était pas ma question. C'est pas votre question. C'était la question voilà. de nos internautes. En tout cas, je te laisse le mot de la fin. Pour conclure ta super table ronde. Merci à tous d'être venus dialoguer sur cette question. J'espère que ça aura donné des pistes et surtout des matières à réflexion pour toutes les personnes qui nous regardent. Et ce qui était très intéressant, c'était d'avoir une diversité en fait de points de vue avec différents secteurs d'activité, une grande école, la banque. Voilà, c'est extrêmement riche parce que finalement la transition écologique elle est très différente en fonction des secteurs, avec quand même un point essentiel qui revient toujours, c'est en effet l'énergie et la manière dont l'énergie est produite. Merci à tous. Merci à vous tous.